Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je précise qu'une transcription est disponible gratuitement sur ma page Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. En France et dans le monde, de plus en plus de personnes se préoccupent des questions climatiques. Ça fait longtemps que ce n'est plus un mystère, notre planète se réchauffe. Se réchauffer, c'est to warm up, se réchauffer. Nous émettons beaucoup trop de gaz à effet de serre, ces gaz absorbent la chaleur, et c'est pour ça que notre climat se réchauffe de plus en plus. Tout ça, vous le savez déjà, j'imagine, mais est-ce que vous connaissez un peu plus en détail l'ampleur de l'urgence climatique ? Il est essentiel que la population soit de plus en plus informée sur toutes ces questions. Attention, c'est donc du subjonctif que la population soit de plus en plus informée sur toutes ces questions, car après tout, la planète, c'est notre maison à toutes et à tous, et à différents degrés, nous allons chacune et chacun être confrontés aux conséquences du changement climatique. Et donc, sous forme d'un petit quiz, on va tester un peu vos connaissances et expliquer plusieurs chiffres qui sont essentiels à connaître. Chiffres donc, figures, numbers. On va parler d'agriculture, de biodiversité, d'avions, de jets privés, de vélos. On va parler de l'impact de la France. Bref, on va apprendre plein de choses et plein de vocabulaire, bien sûr. Et ce quiz est inspiré d'un quiz auquel j'ai répondu moi-même il y a quelques semaines à un événement à l'Académie du Climat. L'Académie du Climat, c'est un super lieu ou un endroit, donc a place, un lieu ou un endroit, où on peut participer à plein d'événements consacrés aux questions écologiques et climatiques. Ce quiz avait été en partie organisé par le journaliste et conférencier Maxime Thuillier. Et je suis très heureuse de vous dire que Maxime est avec nous aujourd'hui. Maxime, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Tu es donc journaliste, conférencier et tu interviews également des scientifiques sur des sujets liés à l'écologie et au climat sur ton podcast Green Letter Club. Vous pouvez écouter ces interviews sur son podcast donc, et j'ai mis un lien dans la description de cet épisode. Et petit rappel avant de commencer, donc aujourd'hui on va voir beaucoup de chiffres comme je disais, donc on va voir rapidement, petit rappel, 100 c'est 100, 1000, 1000, millions ça vous comprenez, milliards, attention c'est billion, et ensuite on a virgule qui va beaucoup revenir, virgule c'est comma, donc par exemple pour dire 1.5 en français on va dire 1,5. Je répète, donc 100, 1000, millions, milliards, virgule. Vous allez beaucoup entendre ce vocabulaire. Question numéro 1. Quel pourcentage d'animaux vertébrés a disparu depuis 1970 ? Est-ce que c'est 47%, 59% ou 69%? Je répète un peu plus rapidement. Quel pourcentage d'animaux vertébrés a disparu depuis 1970 ? 47, 59 ou 69%. Et alors, Maxime, la réponse ? La réponse, c'est 69%. Donc, c'est un chiffre qui vient d'une étude du WWF, World Wide Fund, et ils ont vu que depuis les années 70, on avait perdu 69%, c'est-à-dire que là, il y a les 2/3 de la population de vertébrés qui a disparu en 50 ans. Ouais, 2/3, c'est 2/3, 2/3 de la population qui a disparu. C'est énorme. C'est énorme. Et pour se rendre compte, dans l'histoire de la Terre, il y a eu 5 grands événements d'extinction de masse du vivant. Et la plus connue, c'est la disparition des dinosaures. Et là, le rythme d'extinction des espèces aujourd'hui, il est entre 100 et 1000 fois supérieur à toutes les grandes crises du passé. Question numéro 2. En 2015, il y a eu l'accord de Paris. Comme vous savez sûrement, un des objectifs principaux de l'accord de Paris, c'est de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel. Donc 2 degrés Celsius. Et idéalement d'être à
1,5 degrés Celsius. Pour nos amis américains, 1,5 degrés Celsius, c'est à peu près 2,7 degrés Fahrenheit. Et donc notre question, au rythme des émissions actuelles, dans combien d'années est-ce qu'on atteindra les plus 1,5 degrés? Atteindra, c'est le futur du verbe atteindre, to reach. Au rythme des émissions actuelles, dans combien d'années est-ce qu'on atteindra les plus 1,5 degrés Celsius? Est-ce que ce sera dans 4 ans, dans 7 ans ou dans 16 ans? Et la réponse, Maxime? C'est dans 7 ans. Ça veut dire que dans 7 ans, quoi qu'on fasse, un jour, il fera plus 1,5 degré. Et ça, c'est vraiment pour comprendre l'urgence climatique. Et dans 28 ans, on atteindra les 2 degrés. Il faut bien comprendre que ces 1,5 degrés et 2 degrés, c'est des objectifs qui ont une réalité scientifique. Quand vous regardez dans le grand rapport de l'IPCC, du GIEC, Je rappelle juste, le GIEC, c'est le groupe d'experts des Nations Unies qui donc étudie l'évolution du changement climatique. Dans ce rapport, vous voyez qu'à peu près sur tous les impacts, c'est-à-dire l'augmentation des incendies, la perte de biodiversité, les vagues de chaleur aux États-Unis, en Europe, les problématiques de faire pousser de la nourriture, que ce soit en Europe, en Afrique, etc. Entre 0 et 1 degré, les impacts sont forts. Non, les impacts sont modérés. Entre 1 et 1,5 degré, ils commencent à être un peu plus forts. À partir d'1,5 degré, ils sont vraiment très forts. Et à partir de 2 degrés, là on est vraiment dans le rouge, c'est vraiment des impacts et des risques partout sur Terre qui sont très très forts. Donc une intensification de toutes ces catastrophes naturelles, voilà. Des incendies, les inondations, tu disais les vagues de chaleur, donc heat waves, donc ça s'accélère énormément. Et donc en gros, à partir de 2 degrés, la réalité, c'est qu'on ne maîtrisera plus rien, climatiquement. Wow, ok. Donc je dis vraiment à partir de 1,5 degré, c'est très problématique. Et donc ça, c'est 7 ans d'émissions au rythme actuel. Et à partir de 2 degrés, on ne maîtriserait plus rien. Et là, on a 28 ans pour atteindre ces 2 degrés au rythme actuel. Ok, on ne maîtrise plus rien, on ne contrôle plus rien, pour bien comprendre. Question numéro 3. Si on considère l'ensemble des mammifères, les mammifères, c'est mammals en anglais, les mammifères, quelle part ou quel pourcentage représente l'humain et son bétail? Le bétail, c'est donc les animaux qu'on élève pour la production agricole, comme les vaches, les cochons, les poulets, etc. Le bétail, en anglais c'est cattle. Je répète la question, si on considère l'ensemble des mammifères, quelle part ou quel pourcentage représente l'humain et son bétail? Est-ce que c'est 68%, 79% ou 96%? Et la réponse c'est 96%. Et le reste, ce sera les renards, les éléphants, les mammifères sauvages. Donc c'est 4%, le sauvage. Ça montre à quel point on a détruit le vivant, et ça montre à quel point on a fabriqué le vivant à notre image. Par exemple, il y a plus de poulets sur Terre aujourd'hui que d'autres oiseaux. D'accord, que tous les autres oiseaux réunis. Tous les autres oiseaux réunis. Ok, donc 96%. 96%. Question numéro 4. Combien de tonnes de CO2 est-ce qu'on émet? Donc émet, ça vient du verbe émettre. Combien de tonnes de CO2 est-ce qu'on émet en faisant un aller-retour en avion Paris-New York? Est-ce que c'est 1,3 tonnes, 2 tonnes ou 3,5 tonnes? Je répète un peu plus rapidement. Combien de tonnes de CO2 est-ce qu'on émet en faisant un aller-retour en avion Paris-New York? Est-ce que c'est 1,3 tonnes, 2 tonnes ou 3,5 tonnes? Alors Maxime? C'est 2 tonnes. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, 2 tonnes,
ça devrait être, en gros, les émissions annuelles de chaque habitant si on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. Donc on devrait tous avoir une empreinte carbone, donc un carbon footprint, une empreinte carbone qui soit au maximum à 2 tonnes. C'est ça. 2 tonnes de CO2 par année. Ouais. Et Ok. donc, un seul aller-retour entre Paris et New York, ça fait déjà 2 tonnes. Si vous faites Paris-Sydney, par exemple, ça fait, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais à peu près 5 tonnes. 5 tonnes Paris-Sydney? Ouais. Ok, d'accord. Mais alors, du coup, c'est quand même très difficile parce que dans nos sociétés modernes, en fait, on prend souvent l'avion. Quand on pense à ça, on se dit, mais c'est impossible d'atteindre, donc to reach, c'est impossible d'atteindre 2 tonnes par personne, par année, dans nos sociétés modernes, j'ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est que le réchauffement climatique et s'adapter au réchauffement climatique, ça va être une révolution dans nos modes de vie tels qu'on n'en a jamais connu. Croire qu'on pourra simplement faire du progrès technologique pour limiter nos émissions, c'est pas le cas, et on voit bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que les délais, le temps nécessaire, il faut vraiment le faire de manière urgente. Et donc, oui, ça va... On n'a pas le temps d'attendre que la technologie nous sauve. Et donc, pour les personnes, par exemple, qui disent « Oui, mais il va y avoir des avions à hydrogène ça va être le cas, mais beaucoup plus tard, le temps que la technologie se développe. » Ouais, il y a tout un discours technologique de l'industrie pour nous faire croire qu'elle va pouvoir réduire ses émissions de CO2. Mais en fait, quand on regarde le temps qu'il faut à l'industrie pour changer les technologies, c'est beaucoup trop long par rapport à l'urgence climatique. Et par exemple, sur l'avion, ils espèrent avoir des avions à hydrogène, des prototypes d'ici 2035, donc des premiers avions, le temps ensuite de les fabriquer, commercialiser, vendre. Probablement qu'on ne serait pas avant 2040, peut-être 2050 au mieux. Et là, c'est déjà trop tard. D'accord. Et en plus, c'est des petits avions, c'est des avions de 60 places, donc on voit que ça répond pas du tout aux enjeux. Donc ça veut dire encore une fois qu'il faut beaucoup réduire le nombre de personnes qui prennent l'avion, et après ce sera en effet bien plus tard qu'on pourra monter dans des avions hydrogène. Parce que notre président Macron, il parle beaucoup de ça, parce que bien sûr l'industrie aéronautique en France, elle est très importante. Et c'est aussi, ça représente beaucoup d'emplois, de jobs, d'emplois. Et ça aussi, c'est des questions qui sont très délicates. Toutes les industries ont ce discours et qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'elles veulent pas mourir. Du coup, elles disent non, mais nous, on a une technologie qui va nous permettre de continuer à produire, à vendre et de réduire nos émissions. Quand on regarde finement ces choses-là, on se rend bien compte que les technologies comme l'avion, comme la voiture, qui sont très émissives en CO2, elles arriveront jamais dans les temps qu'il faut pour réduire suffisamment leurs émissions. On parle de plus en plus des jets privés ces dernières années. Il y a beaucoup de célébrités, de personnalités politiques, de businessmen ou businesswomen qui prennent des jets privés. Et donc, question numéro 5, en moyenne, un vol en jet privé émet combien de fois plus de CO2 qu'un vol commercial? Est-ce que c'est 3 fois plus, 6 fois plus ou 10 fois plus? Alors, je répète juste la question. En moyenne, un vol en jet privé émet combien de fois plus de CO2 qu'un vol commercial? 3 fois, 6 fois ou 10 fois plus? Et donc c'est 10 fois plus. 10 fois plus, et on voit que les jets privés, si on regarde sur l'ensemble de la planète, c'est pas ça qui fait la différence. Simplement, c'est quelque chose de symbolique qui émet énormément de CO2, là où il n'y a pas une utilité très importante. Je prends sur l'Europe, les études qui sont faites montrent que il y a des trains rapides j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 70 à 80% des lignes les plus
couramment utilisé pour les jets privés. Mais alors, on parle souvent du problème de la sécurité, que c'est des personnes comme des personnalités politiques, des célébrités qui peuvent être menacées, qui peuvent être en risque s'ils sont dans un train et ils disent que c'est tellement compliqué l'organisation d'être sûr qu'ils soient bien en sécurité qu'en fait c'est plus simple de prendre un jet privé. Je dis pas que c'est... Je dis juste que ça c'est souvent l'argument qui revient souvent. Mais c'est en fait nos modes de vie qui nous disent qu'on a l'obligation d'être le matin à Londres, le midi à New York et le soir à Paris. Et c'est ça que le changement climatique nous demande de réinterroger. C'est ce type de mode de vie. Question numéro 6. Quelle est la part ou quel est le pourcentage de jets privés qui volent à vide? Voler donc to fly, à vide c'est empty. En anglais on dit empty legs. Les vols à vide. Quelle est la part ou le pourcentage de jets privés qui volent à vide? Est-ce que c'est 34%, 41% ou 66%? Alors Maxime, c'est quoi la réponse? 41%. Donc ça veut dire que 41% des jets volent avec aucun passager. C'est quoi la raison? La raison, souvent, d'après ce que j'ai compris, j'en prends pas moi-même, Ah bon? mais c'est, disons qu'il va y avoir par exemple un vol entre Paris et Nice, mais le client d'après, il va faire Saint-Tropez-Milan en avion. Mm-hmm. Et donc, le jet privé va faire Nice-Saint-Tropez sans client, puis Saint-Tropez-Milan avec son client. C'est comme un taxi un peu... C'est comme un taxi, il y a des courses à vide, et ça sert beaucoup de taxis, en fait, les jets privés. Mm-hmm. Donc ça, c'est 41% des vols de jets privés, ce sont donc des vols à vide. Question numéro 7. Alors, on a parlé de l'avion, du jet privé, et bien sûr, un autre mode de transport qui est polluant, c'est la voiture. En France, quelle part des trajets de 1 à 2 km sont faits en voiture? Et donc, je parle de trajet domicile-travail. Le domicile, c'est où on habite, par exemple, dans son appartement, dans sa maison. Donc, les trajets de 1 à 2 km du domicile au travail. Est-ce que c'est 35%, 56% ou 75%? Je répète la question. Quelle part des trajets de 1 à 2 km sont faits en voiture? Les trajets donc domicile-travail. 35, 56 ou 75%. Et la réponse? 56%. J'aurais pu mettre entre 0 et 1 km de mémoire, c'est 48%. Ça veut dire que, en gros, tous les petits trajets qu'on peut faire très très facilement à pied, en vélo, on les fait pour moitié en France en voiture. Il y a d'autres pays, et je pense probablement aux États-Unis, que c'est encore beaucoup plus. Et ça, c'est un des principaux problèmes climatiques, c'est notre addiction à la voiture. Quand vous regardez l'empreinte carbone des Français, les transports, c'est un poste très important d'émissions de CO2, et dans tous les grands pays développés, la voiture, c'est vraiment un poste très important d'émissions. Et tu parles d'addiction, mais bien sûr, c'est aussi le problème des infrastructures. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voudraient prendre le vélo ou qui voudraient marcher, mais il n'y a pas de piste cyclable, donc une piste qui est consacrée au vélo. Il y a beaucoup de routes pour les voitures, mais malheureusement, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de piste cyclable, et donc il y a aussi ce problème de sécurité. C'est compliqué des fois de faire du vélo avec des voitures qui roulent à côté très rapidement. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, on a abandonné la place à la voiture. Et puis, effectivement, pour faire monter des gens sur des vélos, je vais prendre un exemple. Ce que disent les chercheurs, c'est qu'en gros, il y a 2% des gens qui vont faire du vélo quoi qu'il se passe. Parce que, Whatever happens, quoi qu'il se passe. Parce que ils aiment ça. Donc même si c'est dangereux, ils vont le faire. Et donc ces gens-là, 2%. Ces gens-là, c'est que des hommes. Ouais. Après, il y a 25% des gens qui vont faire du vélo s'il y a des petites infrastructures. Mm-hmm. Des panneaux, une piste cyclable, même pas très sécurisée. Et puis, il y a 60% des gens
qui, si vous donnez des infrastructures qui sont vraiment sécurisées, où il n'y a pas de problème pour garer son vélo, il n'y a pas trop de vols, qu'ils sont pas mélangés avec le trafic des voitures, là, ce sont des gens qui sont prêts à faire du vélo. Donc en fait, il y a la grande majorité des gens qui sont prêts à faire du vélo, en tout cas en France, s'il y a les infrastructures. Et il y a quelques villes dans le monde, notamment Copenhague et Amsterdam, où le vélo est le principal mode de transport, et c'est un vrai mode de transport, c'est pas juste... tout le monde fait du vélo pour la plupart des déplacements. Et c'est parce que ville est les organisée. Infrastructures sont organisées pour faire du vélo. Donc on attend avec impatience qu'il y ait de plus en plus d'infrastructures en France et dans plein d'autres pays. Mais effectivement, c'est faisable sans doute dans des villes qui ont été des villes médiévales où les distances sont pas très importantes. Je pense à Los Angeles, probablement que ça sera très différent. Et dans ce cas-là, le transport, si on veut se passer de la voiture, il faut complètement le réinventer. Oui, parce que c'est vrai que nous, en France, on est dans un petit pays comparé à des pays comme les États-Unis, comme l'Australie, où en effet les distances sont énormes. C'est la taille d'un continent pour nous. Ouais, parce que leurs villes, en partie, ont été construites avec l'émergence de la voiture. Donc il y a des villes historiquement qui ont des distances faibles, celles qui ont été construites tôt, par exemple Manhattan, les distances sont faibles, mais les grandes agglomérations, les grandes banlieues, elles ont été massivement construites dans les années 60, 70, avec l'émergence de la voiture et des suburbs, et du coup, c'est, je pense, très difficile d'y mettre des vélos maintenant parce qu'elles n'ont pas été conçues avec de petites distances. Dans les villes européennes, dans les villes asiatiques, la plupart du temps, au moins le cœur des villes a été construit à des périodes où on faisait tout à pied ou à cheval, et donc les distances sont assez faibles, et on pourrait revenir à de la marche, du vélo, etc. Et donc pour notre dernière question, combien d'animaux sont tués par les humains chaque année sur Terre? Et sans compter les poissons. Tuer, c'est to kill. Donc combien d'animaux sont tués par les humains chaque année sur Terre, sans compter les poissons, without counting the fish, sans compter les poissons? Est-ce que c'est 65, 83 ou 98 milliards? Donc 65 milliards, 83 milliards ou 98 milliards? Maxime? 83 milliards. Donc on tue 83 milliards d'animaux par an. Ouais, on tue 71 milliards de poulets, on tue 1 milliard de cochons, on tue 300 millions de vaches, on tue 3 milliards de canards. Voilà, on peut continuer comme ça. Mais on dit souvent que le poulet, par exemple, c'est mieux parce que l'empreinte carbone des vaches, c'est beaucoup plus important. Mais donc au final, quand même, ce qui est important, c'est surtout de manger moins de viande. En écologie, il y a toujours plusieurs dimensions. Effectivement, si on réfléchit simplement au climat, le gros problème, c'est les vaches, parce qu'elles rotent du méthane. Roter, c'est to burp. Et qui est un gaz entre 28 et 80 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Donc le gros problème climatique concernant l'élevage, c'est d'abord les vaches. Et aujourd'hui, les progrès de la science nous montrent que tous ces animaux ont des vies sociales, des relations sociales, un intellect, sont beaucoup moins idiots qu'on a pu le croire jusque dans un passé récent. Et donc si on se place du point de vue de l'éthique animale, bah voilà, on peut se dire que offrir des conditions de vie horribles pour 73 milliards de poulets, broyer les poussins à la naissance, ce genre de choses. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on les tue, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles ils vivent avant qui sont très importantes, parce que en effet, il y a des manières de faire qui sont plus éthiques, on va dire, que d'autres. Et c'est aussi beaucoup l'élevage intensif qui fait qu'en effet, tous ces animaux sont mis dans des situations extrêmement stressantes et terrifiantes, en fait. Alors, on est bien conscient que ces informations sont pas faciles à entendre, mais en même temps, ça nous paraît quand même essentiel de connaître toutes ces choses, parce que ça nous concerne tous, et ça nous permet de se poser des questions sur comment devenir un peu plus
conscient de comment on vit, de comment on consomme aussi. Petite question à Maxime avant d'arrêter ce premier épisode. Est-ce que tu as un premier livre ou peut-être documentaire à conseiller pour toute personne qui voudrait apprendre plus sur tous ces sujets? Est-ce que tu as un en français, un en anglais, et la semaine prochaine, on verra la suite de la liste? Alors j'en ai pas lu tant que ça en anglais, mais il y en a un qui fait le tour de la question, même s'il commence un peu à dater. Il s'appelle Une terre inhabitable, Unhabitable Earth, je pense, de David Wallace Wells, qui raconte à quoi pourrait ressembler un monde à plus 4 degrés. C'est un peu apocalyptique, mais c'est très intéressant. Et en français, je pense à un tout petit livre, je me dis si les gens veulent découvrir un tout petit livre qui est magnifiquement écrit, qui est très riche en termes de langue. Ça s'appelle Triste campagne, de Bernard Charbonneau, qui raconte l'arrivée de l'industrialisation dans le sud de la France et le changement d'une société très agricole à une société très industrielle et comment ça a beaucoup détruit les relations entre les gens. Voilà, c'est très court, mais c'est bouleversant. Ah, super. Je vais le lire aussi. Triste campagne. Ouais. Je vais l'acheter après cette interview, sûrement. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a déjà vu beaucoup de vocabulaire, mais rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du quiz et pour apprendre encore plein d'autres vocabulaires et plein d'autres informations essentielles. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien du podcast de Maxime que je vous conseille vivement dans la description également de l'épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.